NXT Stand and Deliver 2024 était le show qui lançait ce week-end de WrestleMania et c'était quasiment parfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT Stand and Deliver 2024. On avait un match dans le kick-off et c'était Joe Gacy face à Shawn Spears. C'était tout simplement le match que j'attendais le moins de ce week-end WrestleMania et NXT Stand and Deliver compris. C'était un combat de 9 minutes et j'ai mis 3,75 sur 5, j'ai vraiment aimé ce match. Il faut savoir que Ridge Holland était au commentaire lors du kick-off et s'en est pris à Joe Gacy pendant son entrée. Ridge Holland qui a pris une petite pause pour le moment mais qui est quand même dans cette histoire-là. Bref, il va falloir faire attention à lui dans les prochaines semaines, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un vrai bon combat entre les deux. Un Shawn Spears qui vraiment a fait un bon combat, surtout je mettrai en avant la performance de Joe Gacy qui le montre une nouvelle fois. C'est un très bon catcheur qui pour moi n'a pas de bonne gimmick, n'est souvent pas dans de bonnes feuds, mais quand il est sur le ring et qu'on lui laisse un peu de temps, souvent il fait de très belles choses. Je pense à ce springboard moonsault qui te sort, qui était vraiment sublime. Je pense aussi à un DDT porté sur la 3e corde de la part de Shawn Spears, à la manière d'un Randy Orton mais sur la 3e corde. Donc ouais, c'était vraiment bon et c'est finalement Joe Gacy qui va l'emporter. Un vrai bon match de kick-off. Et la carte principale s'ouvre avec Bron Breakker et Baron Corbin qui défendent leur titre de champion NXT contre Nathan Frazer et Axiom. Et là aussi, on perd pas une seule seconde car Axiom et Nathan Frazer vont attaquer les champions pendant leur entrée. Un combat qui va durer une douzaine de minutes. Et j'ai mis tout simplement 4,75. Je rappelle que mes notes ne sont pas du tout objectives ou quoi que ce soit. Je ne note pas avec certains critères ou quoi que ce soit. C'est juste mon impression sur le coup. Je note directement après le combat et c'est tout. Et je ne vais pas à 5, je ne vais pas plus bas non plus. Parce que pour moi, c'était vraiment fantastique. Littéralement fantastique. Je peux pas aller à 5 parce que ça ne dure pas assez longtemps, mais c'était vraiment génial. Énorme performance des 4. Bien sûr, on serait tenté de mettre un peu plus en avant Bron Breakker qui est celui qui est le futur de la WWE, celui dont on parle chaque jour. Mais franchement, les 3 autres ont fait une vraie belle performance. Axiom et Frazer, on leur a donné ce spot et ils en ont profité pour montrer au monde entier que ouais, ce sont des catcheurs hyper sérieux, des catcheurs sûrement un peu sous-estimés, mais des catcheurs fantastiques sur un ring à Axiom et Frazer qui vont voltiger dans tous les sens. Et justement, ça va superbement fonctionner parce que Corbin et Breakker vont les contrer dans les airs, vont les contrer dans leurs manœuvres, à tel point que même Corbin va se mettre à voltiger, il va faire un splash, ok, pourquoi pas. Quand je voyais Breakker faire ses prises exceptionnel dont lui seul a le secret, je me demandais si Bron Breakker n'était pas tout simplement un personnage de jeu vidéo 2K24 parce qu'en fait t'as l'impression qu'il est capable de tout faire, qu'il peut tout faire et que tout est réalisable. Tu lui demandes de faire un Frankensteiner, il le fait. Tu lui demandes de porter 2 gars sur ses épaules, il le fait. Tu lui demandes de faire un salto, un moonsault à l'extérieur du ring, il le fait. Bref, il est capable de tout faire sur un ring. De toute façon, on le dit depuis des mois, mais c'est le prototype parfait, c'est la machine qui a été créée en laboratoire et il le montre encore une fois sur ce combat. Une fin de match vraiment sublime avec un énorme spear de Bron Breakker qui clairement a découpé en deux Nathan Frazer. Breakker et Corbin conservent leur titre et oui, c'est pas pour tout de suite. Le Breakker totalement dans le roster principal, il va encore rester du côté de NXT. On enchaîne avec Obafemi qui défend son titre de champion nord-américain face à Dijak et Josh Briggs. Un combat d'une quinzaine de minutes. Ma note sur 5 pour ce match est de 5 sur 5. Et oui, n'allons pas plus loin, pas besoin d'argumenter pendant 1000 ans, c'était parfait. J'attendais un match de big men qui allait s'en mettre plein la tête, qui allait tout simplement se faire mal, se détruire les corps. Et c'est exactement ce qu'on a eu. C'était un vrai test pour Obafemi qui est dans le grand bain depuis quelques mois maintenant. C'est très récent. Gros match devant 16 000 personnes. Il a largement répondu présent et même plus que ça, il en sort plus que grandi de ce combat. Parce que pendant ce match, on va avoir clairement une alliance à plusieurs reprises entre Briggs et Dijak, parce que oui, c'est 3 big men, mais il y a un gars qui est un peu plus un big man que les 3, c'est Obafemi, et donc ils vont souvent se mettre à 2 contre 1, ce qui va donner de superbes combos, et ensuite les deux, Briggs et Dijak, vont s'en mettre plein la tête, et Obafemi va réussir à s'en sortir dans ce match-là, dans le sens où
il revient tout le temps. D'ailleurs, ça ne va pas vendre énormément. Je crois qu'il y a simplement un moment où Obafemi est écarté quelques minutes du ring, mais sinon, il peut y avoir énormément de grosses prises. Je pense à la chute de Dijak au tout début du match sur la chaise où était installé Obafemi. Bah, on va pas vendre énormément, on va directement revenir dans le match. Et Obafemi est hyper crédible et fait presque peur parce qu'il est capable de revenir à tout moment. Je voulais mettre en avant Dijak bien sûr, mais j'avais pas réellement de doute sur sa performance. Dijak est un catcheur exceptionnel et il l'a prouvé une nouvelle fois. Il est capable de s'adapter à n'importe quel catcheur, à n'importe quel style. Mais surtout, mettre en avant Josh Briggs, que je n'avais pas vraiment envie de voir dans ce match dans un premier temps, mais qui a vraiment répondu présent, qui s'est mis au niveau des deux autres. Alors, oui, le charisme n'est pas présent, il n'a pas une prestance dingue. Quand tu le vois faire son entrée, tu te dis pas « Ah ouais, c'est lui la prochaine star ». Évidemment que non, mais franchement, dans la mid-card, s'il est capable de faire ce type de combat-là, bah moi je suis vraiment très heureux, ça me convient. J'adore la fin de match où Dijak pense avoir pris le dessus sur Josh Briggs et la caméra va faire un gros plan sur le tombé de Dijak sur Briggs et on va juste voir les mains d'Obafemi sur le cou de Dijak. Il va l'étrangler, enchaîner avec son finish sur Briggs et faire le tomber sur Briggs pour conserver son titre. C'était ultra badass de la part de Obafemi qui arrive au bon moment. La manière dont ça a été filmé, vraiment chapeau, c'était très bien. Et ouais, l'un des matchs de ce début d'année, clairement, et je ne dirais pas que du côté de NXT, mais c'est l'un des meilleurs matchs de ce début d'année. J'ai pas mis 5 sur 5 pour rien. On passe à ce match 3 contre 3, Thea Hale, Kelani Jordan et Fallon Henley font face à Jessie Jane, Easy Dame et Kiana James, un combat de 11 minutes. J'ai mis 3,5 sur 5 et pourtant il y a eu des phases plutôt compliquées dans ce combat, déjà parce que le public dans un premier temps n'est pas hyper investi. On vient d'avoir 2 énormes combats et clairement ce match féminin 3 contre 3 n'est pas dans les grosses attentes de ce week-end, il ne faut pas se mentir, même moi je l'attendais pas énormément. Mais au fur et à mesure du match et surtout vu que Thea Hale est plutôt très over en reprenant cette gimmick de la Chase University, quand elle va rentrer sur le ring, quand elle va se confronter à Jessie Jane, là ça va popper, ça va réellement réveiller le public et Thea Hale fait une vraie belle prestation. Et globalement je trouve que 5 femmes font une très belle prestation et il y en a une qui est en dessous du lot. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas réellement de sa faute, mais c'est Easy Dame. Clairement, tu sens qu'elle a un peu pâteau à certains moments, qu'elle ne se sent pas à sa place, qu'elle n'est pas hyper à l'aise. Et j'ai envie de dire, c'est assez logique, elle a très peu d'expérience, elle a très peu de matchs avant d'arriver dans un gros match à NXT Stand and Deliver, donc je peux même pas lui en vouloir. Par contre, de l'autre côté, on a par exemple une Kelani Jordan que je sens de plus en plus à l'aise, vraiment je la sens facile sur le ring, je vois qu'elle comprend où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, il n'y a aucune panique dans son visage ou dans sa gestuelle. Vraiment, elle est rodée et c'est déjà impressionnant parce qu'elle a un style très à part, elle est capable de voltiger, très agile, c'est pas évident, tu peux rapidement faire des botches. Bah, je l'ai trouvée vraiment excellente sur ce combat. On va avoir le dernier run final avec Thea Hale qui va faire abandonner Easy Dame et donc donner la victoire à son équipe. C'était assez divertissant pour que je mette 3,5 sur 5. Honnêtement, franchement, c'est 11 minutes qui passent plutôt très bien. Ava, la General Manager de NXT, nous présente un tout nouveau titre, le titre de champion nord-américain féminin de NXT. Et oui, c'est un titre dans la mid-card féminine. On a le même pour les hommes et c'est une très bonne nouvelle pour NXT. NXT est rempli de talents féminins, vraiment ça déborde dans tous les sens et chaque semaine tu découvres presque une nouvelle superstar. C'est une très bonne idée, ça va permettre d'avoir encore un peu plus de compétition, de compétitivité et ça va permettre à des femmes de briller encore plus dans cette mid-card féminine. Franchement, je n'y vois que des points positifs. Lyra Valkyria défend son titre de championne NXT face à Roxanne Perez. Juste avant le combat, on a la présentation de Giulia, cette superstar japonaise qui n'a pas officiellement signé à la WWE, mais si elle est présentée de cette manière-là, c'est pas anodin. Elle est d'ailleurs aux côtés de William Regal. Ça fait des semaines et des semaines qu'on parle de Giulia. Et bah, ça semble réellement se concrétiser et c'est une très bonne nouvelle pour NXT. Revenons à ce combat qui a duré 16 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. Si vous avez vu ma vidéo pronostic, j'avais dit comme quoi j'allais être déçu si ce combat était en dessous de 4,25, 4,5.
on est à la limite. Alors vraiment, la première partie du combat, je l'adore. Elle ressemble à leur première partie de combat du côté de NXT Vengeance Day. C'est très technique, avec en plus de cela, cette fois-ci, une Lyra Valkyria qui est blessée au niveau du bras. Et donc Roxanne Perez, au fur et à mesure du combat, va prendre le dessus en s'en prenant à ce bras, mais d'une manière certes féroce, d'une manière très violente, mais tout ça avec agilité, tout ça avec technique, et je trouve ça toujours très beau. Les deux pour moi ce sont des artistes, c'est pas des femmes qui frappent très fort, c'est pas des femmes qui ont peut-être des prises qui sont extraordinaires, mais sur le ring je trouve que c'est tellement fluide ce qu'elles font techniquement, c'est du très très haut niveau. Mais justement, la première partie est bien, on a une Lyra Valkyria qui vend très bien. On a ensuite une apparition de Tatum Paxley qui ne sert pas à grand chose honnêtement, elle va juste vite fait avoir une interaction avec Lyra Valkyria, mais franchement pas utile du tout. Et je trouve qu'au moment où ce match doit accélérer, au moment où ce match doit prendre un rythme différent, il le fait, mais pas assez. Dans le sens où le public est pas à fond, s'endort pas vraiment, un peu entre les deux, et moi je suis un peu entre les deux, parce que moi le rythme de la première partie du match me convient. J'ai vu pas mal de tweets du genre c'est trop lent, ça va pas. Non, moi ça me convient d'avoir ce rythme là, très technique, très posé, très méthodique. Mais ensuite, il faut que ça s'accélère. Il faut qu'il y ait un réel changement de rythme brutal. Et on l'a pas vraiment. On l'a un peu, mais c'est pas assez violent, c'est pas assez fort pour que on voit réellement la différence. Donc, c'est pour ça que je vais sur un 4,25 parce que ça reste bon. Vraiment, c'est un vrai bon combat de catch pour moi. Mais on va pas plus loin que ça. Et je pense que les deux ont vraiment ce gros combat en elles. Je pense qu'elles sont capables de faire encore mieux que ça. On a finalement une Roxanne Perez qui va faire abandonner Lyra Valkyria. Évidemment, elle l'a fait abandonner en s'en prenant au bras blessé de Lyra. J'avais pronostiqué une victoire de Roxanne, je pense que c'est la très bonne idée. Elle est dans son run de heal, ça fonctionne bien, elle est en train de progresser justement dans son personnage. Et je pense que ça ne peut que l'aider pour la suite. Et j'ai hâte justement de voir la suite, voir où ça va aller. On passe à Ilya Dragunov qui défend son titre de champion NXT face à Tony D'Angelo. Un combat de 17 minutes. Ma note sur 5 pour ce combat est de 5 sur 5. À nouveau, une nouvelle fois, ne prenez pas mes notes comme quelque chose de très concret. C'est plutôt mes appréciations et les arguments derrière qu'il faut plutôt écouter. Mes notes, c'est dû à un ressenti. Encore une fois, il n'y a pas de critères, c'est simplement un ressenti. Et mon ressenti était extraordinaire devant ce combat et j'ai envie de dire, comme devant tous les combats d'Ilya Dragunov, on se pose la question si cet homme peut avoir un mauvais match et je n'en suis vraiment pas sûr. On a un combat qui est hyper intéressant parce que on a un Tony D'Angelo qui n'est pas un heel, qui n'est pas vraiment un babyface non plus, qui est un peu entre les deux, mais surtout on a un public qui est bouillant, un public qui a hâte de voir Dragunov, qui a hâte de voir ce que peut donner Tony D'Angelo dans cette configuration là. Tony D'Angelo qui est accompagné de sa famille bien sûr, et ça va être très important d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Ilya Dragunov va vendre une blessure au niveau du doigt qu'il a depuis quelques semaines, et cette blessure va l'handicaper mais pas vraiment. C'est-à-dire que oui, Tony D'Angelo va s'en prendre à cette blessure et à quelques reprises, Tony D va réussir à prendre le dessus grâce à cela. Mais concrètement, c'est quand même une grosse destruction, une grosse partie en solo pendant très très longtemps de la part d'Ilya Dragunov qui va violenter, qui va fracasser Tony D'Angelo. Et Tony D, je ne pense pas qu'il a déjà été aussi malmené dans un combat et ça lui fait du bien. Je pense que quand tu combats Ilya Dragunov, tu ne peux que en ressortir grandi. Je pense que ton expérience a grandi après un combat avec Dragunov et je pense que c'est largement le cas avec Tony D parce que quand il va avoir son moment à lui, là ça va frapper un peu plus fort. Là je vais ressentir la violence de Tony D. Et je parlais de la famille de Tony D. Et bien Stax va vouloir lui donner un point américain. Et bah Tony D va refuser, l'air de dire non non, je m'en occupe à la loyale. Et même si je dois perdre, et bien au moins je l'aurais fait avec courage, avec honneur. Ce qui n'est normalement pas trop dans le code de Tony D'Angelo et de sa famille. Mais j'ai adoré ça. Ce petit changement d'attitude de Tony D qui veut montrer aussi au monde entier. Non non, je peux le faire, ou en tout cas, je vous montre que j'en suis capable, je vous montre que j'en suis proche. Alors évidemment, il n'en est pas vraiment proche parce que Dragunov va enchaîner les edge bombs. Je pense à la edge bomb à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs qui est bien impressionnante pour ensuite emporter une du haut du coin du ring pour remporter ce combat et conserver son titre de champion. Ilya Dragunov confirme une nouvelle fois qu'il est le meilleur catcheur du monde et que personne n'est à son niveau.
Et le main event, Trick Williams fait face à Carmelo Hayes, une entrée sublimissime de la part de Trick Williams. Whoop that trick devant 16 000 personnes et puis la tenue de Carmelo très jolie en mode Black Panther. Un combat qui va durer 15 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,25. Ça peut paraître bas, mais j'ai bien aimé ce combat. 4,25 ça reste haut. Simplement c'est vrai qu'il s'arrête d'un coup. Et je pense qu'il aurait pu avoir 3, 4, 5 minutes en plus pour rentrer dans un match un peu plus historique, pour rentrer dans un match un peu plus fou et rentrer dans une certaine dramaturgie. Techniquement, le match est très très bon. J'ai beaucoup aimé la prestation de Carmelo Hayes qui est géniale dans ce rôle de heel et je trouve que là, il arrive vraiment à faire ressentir sa haine et à faire en sorte que le public va le huer à énormément de reprises dans le combat et à faire en sorte justement que le babyface Trick Williams soit applaudi. Donc j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux. C'est aussi ce qu'on pouvait se demander, à quel point les deux allaient avoir une certaine alchimie, à quel point les deux allaient bien s'entendre sur le ring. Et bien les deux s'entendent bien, ça donne vraiment un bon match. On va avoir deux ref bump pendant ce match et oui l'arbitre va prendre très très cher, surtout le deuxième est plutôt violent je trouve et le public va presque rigoler à ce moment là tellement il est violent et tellement on se dit bon encore un ref bump, l'arbitre a vraiment pas de chance mais un arbitre secondaire va ensuite venir sur le ring pour faire les tombées mais on va jouer avec ça parce que pendant cette absence d'arbitre eh bien on a un Carmelo Hayes évidemment qui veut porter des coups entre les jambes, qui va réussir dans un premier temps, ça ne va pas fonctionner, et ensuite c'est Trick Williams qui, sans porter de coups ou quoi que ce soit, va gagner ce combat, et comme je le disais, c'est très brut, ça arrive d'un coup, ce gros coup de genou, et ça se finit là-dessus. C'est vrai que c'était bon, vraiment c'était factuellement bon. Maintenant, je ne peux pas me dire que cette histoire est terminée là-dessus, clairement pas. Carmelo Hayes reviendra à la charge, Carmelo Hayes ne pourra pas accepter une telle défaite face à Trick Williams et Hayes, je pense, ira affronter et attaquer Trick Williams d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines à NXT. Il ne pourra pas accepter cette défaite. Mais c'est vrai que du coup, d'un point de vue juste storyline, tu te dis, Trick Williams il a gagné. Point, il pourrait avancer vers autre chose, et ce autre chose, ça pourrait être clairement Dragunov, parce que là, l'un des challengers les plus crédibles, là, avec cette victoire-là, c'est Trick Williams. Faudra voir où ça va aller, mais c'est vrai que c'est un très bon main event, mais qui, je pense, aurait pu encore faire mieux. Le bilan de ce NXT Stand and Deliver 2024, eh bien moi je mettrais un bon 9 sur 10. Déjà une chose, le show fait 2h45. Et c'est vraiment très bien, on n'a pas dépassé les 3 heures de show, et sachant qu'on va avoir énormément de catch dans ce week-end, et je peux vous dire que WrestleMania va durer très longtemps, on est à peu près sur le même nombre de matchs pour chaque nuit, mais je peux vous dire que ça durera bien plus longtemps que 2h45, j'en suis certain, donc soyez prêts, et ça fait plaisir d'avoir un show qui sait faire en sorte d'avoir des matchs plus courts, ou en tout cas de faire en sorte que tout s'enchaîne plutôt bien, même s'il est vrai que j'aurais demandé peut-être plus de minutes pour certains combats. Dans l'ensemble, c'est un show qui se tient parfaitement avec d'énormes performances, d'énormes combats. J'ai quand même mis 2 5 étoiles, 1 4,75. Je crois que j'ai mis 2 4,25 aussi. Ce ne sont que mes notes, évidemment, ce n'est que mon ressenti, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé ce show. Bref. J'espère que vous avez aimé ce show aussi. Encore une fois, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir tellement c'est chargé ce week-end. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut. Nous, on se retrouve donc je ne sais pas quand pour la review de la nuit 1 de WrestleMania 40. Salut